BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. Yvon Stampézinski, bonjour, merci d'être avec nous dans l'heure H. Vous êtes, je le disais, président du GNTC, le groupement national des transports combinés. Le transport combiné, c'est quoi? C'est en fait, on prend toute la chaîne du transport de marchandises. Alors pour le moment, on vous entend pas. On va tenter de vous retrouver précisément du côté donc des c'est bon, on vous a retrouvé a priori. Donc je le disais, c'est l'ensemble du transport de marchandises d'un point A à un point B. On a toute la chaîne de logistique. Oui, quand on parle du transport combiné rail-route, on parle de l'acheminement sur des distances en pré-acheminement par la route, ainsi que sur la partie livraison. L'essentiel du mode de transport reposant sur le ferroviaire. D'accord. Donc justement, c'est ce qu'on va évoquer ensemble. C'est chronique d'ailleurs, hein, c'est chronique du côté des gouvernements de vouloir relancer le fret ferroviaire. Mais chronique justement, en quoi ce serait différent cette fois? Il y a un vrai retard français. On parle de moins de 10% à peu près des marchandises transportées par le fret ferroviaire. Alors que quoi, c'est le double en Allemagne. En quoi cette fois ce serait différent? Alors effectivement, nous sommes à peu près à 10% de la part du trafic de marchandises aujourd'hui en France. Quand vous l'avez souligné, l'Allemagne était proche des 18%, l'Autriche proche des 32% et la Suisse effectue près de 35% des acheminements en ferroviaire. C'est donc une technique qui fonctionne, qui marche au quotidien et qui est en place depuis un nombre d'années conséquent, mais qui aujourd'hui coche toutes les cases de ce qui peut être d'une part une alliance de la partie économique et de la partie écologique. Oui, c'est ça. En fait, il y a le prisme écologique et à la fois le prisme économique. Et on en a vu la réalité, hein, car c'est une activité et un mode de transport qui s'est poursuivi précisément durant le confinement, entre autres. Tout à fait. C'est un mode de transport qui a montré sa capacité de résilience pendant la période de la crise sanitaire, au plus fort pendant le confinement, en continuant à acheminer à travers la centaine de trains quotidiens et les 35 terminaux sur lesquels ils prennent leur départ et effectuent leur arrivée. Le transport combiné rail-route a continué à acheminer les denrées essentielles pour le fonctionnement de la nation pendant cette période et a montré sa capacité à pouvoir répondre à toutes les demandes des entreprises en amont et en aval. Alors l'ambition du gouvernement, c'est le triplement de l'activité combinée d'ici 2030. Jean Castex a esquissé cette semaine le plan de relance d'une filière fragilisée tout de même, qui a continué de fonctionner, on le disait, pendant la crise. Ça passera notamment par le développement des autoroutes ferroviaires. Est-ce qu'on n'est pas simplement sur l'effet d'annonce? On va rentrer dans le détail, car ce ne sont pas de nouveaux projets, en fait, notamment quand on parle de relancer le train des primeurs Perpignan-Rungis. Oui, la relance au global repose en partie sur les autoroutes ferroviaires. Elle repose au global également sur le report de la route vers le rail, car il n'y aura pas de génération spontanée. Le triplement de l'activité du ferroviaire doit se faire via la confiance des transporteurs routiers qui remettront demain leur chargement sur les axes ferroviaires qui peuvent les intéresser. Donc les éléments sont forts parce que, encore une fois, écologiques, mais très mêlés d'économie. Il faut savoir qu'un train, c'est 6 fois moins d'énergie consommée pour un transport identique sur la route, mais c'est également un aspect sociétal fort puisque sur un train, nous mettons en moyenne 50 camions et nous valorisons la profession de transporteur routier, de conducteur routier sur les opérations les plus importantes qui sont la livraison et bien sûr le chargement. Donc les axes aujourd'hui qui ont été soulignés par le Premier ministre et les autoroutes ferroviaires répondent entre autres à des besoins déjà déterminés comme la partie Perpignan-Rungis, mais également sur les grands corridors sur lesquels s'effectue l'essentiel des acheminements routiers aujourd'hui, et avec aussi une notion pertinente sur le désengorgement des axes, parce que demain, les objectifs que nous a donné, que s'est donné le Premier ministre dans les actions vers lesquelles il va nous soutenir, ce triplement du transport combiné, on parle malgré tout d'économiser à peu près 1 milliard de kilomètres camions en externalités négatives également sur l'entretien des routes, sur les investissements routiers, sur l'accidentologie. Il y a bien sûr un fort effet et près d'1 million de tonnes de CO2 économisées à l'année.
Donc l'intérêt est commun entre la partie routière, entre la partie ferroviaire, que cette croissance s'effectue, parce qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une maturité de marché qui l'accepte et qui le réclame. Oui, c'est ça. C'est le chaînon qui manquait véritablement, parce que finalement, la problématique n'a pas changé ces dernières années. Mais pour revenir aux autoroutes ferroviaires, on relance le train des primeurs Perpignan-Rungis. Mais pourquoi il s'est arrêté notamment? Il y a eu peut-être une absence de succès dernièrement. Alors, le succès de la part ferroviaire est très lié à la qualité qui peut être générée au quotidien. Et en cela, nous travaillons aujourd'hui avec les infrastructures de SNCF Réseau qui délivrent les droits de passage en termes horaires et en termes financiers de manière régulière et quotidienne, afin de conforter cette qualité. Si nous voulons donner confiance aux transporteurs routiers, qui font aujourd'hui par exemple le Perpignan-Rungis pour l'acheminement des primeurs, il faut leur donner la garantie que notre mode de transport, dans sa régularité, dans sa qualité, ça soit du quotidien. Sinon, effectivement, ils repartiront sur la route. Donc le travail est de fond sur un travail structurant et nous sommes confiants pour qu'à partir de 2021, au vu du support que nous avons aujourd'hui au niveau gouvernemental, non seulement financier, mais également en appui, nous puissions travailler dans des objectifs qualitatifs qui donnent confiance à la partie route pour pouvoir remettre le fret sur les rails. On va y revenir en détail précisément avec notamment le besoin d'investissement. On retiendra également de ces annonces et de ce plan esquissé la gratuité des droits de péage. Alors cette gratuité, elle va être valable de juillet à décembre 2020. Ensuite, on parle d'une diminution parce que c'est quel poids dans les coûts pour les opérateurs? De 10 à 15%, ça représente des dizaines de millions d'euros. C'est un vrai geste? Alors c'est un vrai geste qui est très bien ressenti par la profession et on remercie, j'ai eu l'occasion de remercier le Premier ministre en direct lors de sa visite à Valenton lundi dernier. Sur la partie de la gratuité des péages que nous avons sur le deuxième semestre 2020, c'est une compensation par rapport à ce que la profession a perdu pendant la période du confinement, puisque si elle a continué à assurer l'acheminement, c'est avec une réduction de son chiffre d'affaires d'à peu près 50%, et les opérateurs ferroviaires ont malgré tout été impactés de lourdes pertes. Sur la partie 2021, nous considérons cela comme une aide à l'investissement, c'est aussi un message de confiance sur la filière, que nous devrons traduire en productivité de manière à pouvoir continuer les investissements dans nos différentes entreprises et commencer l'objectif qui est donc de tripler l'activité à horizon 2030. Donc ceci est étroitement mêlé et nous considérons que c'est un premier geste qui devrait être suivi d'autres, bien sûr. Nous mettrons autour de la table très certainement pour voir avec les gestionnaires de structures comment la partie qualité et la partie économique peuvent être ciblées. Mais c'est un très très bon incitateur de départ par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Première étape d'un plan de relance plus vaste, on l'imagine. Quelles doivent être les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, elles sont principalement sur les structures. Aujourd'hui, les 100 trains que nous avons par jour et qui acheminent à peu près l'équivalent de 2600 camions au quotidien reposent sur un maillage de 35 terminaux ferroviaires qui doivent être restructurés parce que, ayant une certaine obsolescence pour quelques-uns d'entre eux, et ce maillage doit être renforcé d'une quinzaine de terminaux de façon à pouvoir accueillir à horizon 10 ans cet objectif que nous nous sommes fixés du triplement des volumes. Donc ce sont... Oui. Oui, je vous en prie, terminez votre phrase. Oui, ce sont des dossiers qui doivent se gérer en plus avec les territoires, avec les régions, qui ont des impacts économiques, qui ont des impacts sur l'emploi. Ces structures qui sont à mettre en place peuvent demain, avec l'accompagnement des volumes qui y sera lié, nous amener à relocaliser et à créer à peu près 5000 emplois autour de ce projet. Donc forcément, ce sont des éléments à gérer avec les régions et les territoires. Et il est donc évident qu'en bout de chaîne, qu'en bout de course, il faut investir lourdement, améliorer les structures, vous le disiez, améliorer les infrastructures. C'est un investissement lourd qui pourra passer entre autres par SNCF Réseau. Mais est-ce que SNCF Réseau pourra le porter? Autrement dit, est-ce que l'État sera à la hauteur? Est-ce qu'il y aura assez de fonds alloués justement pour qu'il y ait un vrai changement de ce côté-ci? Parce que ce sont ces investissements qui feront évoluer cette tendance.
Vous avez tout à fait raison. Alors aujourd'hui, j'ai confiance, moi, dans ce que nous a indiqué le Premier ministre Jean Castex quand il a mentionné à plusieurs reprises que le transport combiné rail-route était l'avenir. Je suis confiant également dans le sens que les fonds puissent être demain trouvés, débloqués au fil du temps pour suivre nos investissements, sachant que ce ne sera pas SNCF Réseau, a priori, dans le cadre du financement des sillons sur la partie du deuxième semestre 2020 et 2021, qui lâchera les cordons de la bourse. C'est le gouvernement, c'est l'État, ce n'est même pas SNCF qui assumera directement cet aspect économique. Donc j'ai confiance aujourd'hui également dans un ministre de tutelle, le ministre du Transport, avec M. Djebari, qui est tout à fait à notre écoute et qui a été l'interlocuteur il y a quelques semaines d'un plan que nous avons remis, toute la filière ferroviaire étant réunie auprès d'un projet qui s'appelle 4F, Fret ferroviaire français pour le futur, qui détermine toutes les actions nécessaires, tant structurelles qu'économiques, qui doivent être mises en œuvre. Ce plan a été remis au ministre Djebari il y a 3 semaines environ, qui en prend connaissance en ce moment et dont les services commencent à travailler avec nous. La DGITM, entre autres, prend chaque sujet pour les travailler de manière complète avec les acteurs que nous sommes pour en tirer les objectifs et bien sûr chiffrer à terme ces notions-là en termes budgétaires. Et merci Yvan Stampézinski. Je rappelle que vous êtes président du GNTC, le groupement national des transports combinés. Merci.